Amis du roman historique et de l'histoire, bonjour. Nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Casanova, comme vous pouvez le voir, c'est marqué partout. Et je vous ai sélectionné deux livres. Tout d'abord, Casanova amoureux, qui est un roman de Andrew Miller. Le voici. Donc, il est publié chez Albin Michel. Donc, ça se trouve facilement en librairie ou sur Internet. Donc c'est un agréable petit roman dont je vais vous parler des sources ensuite. Donc, pour commencer, je vais tout d'abord vous réciter un poème de Baudelaire. C'est Don Juan aux enfers. Alors on dit souvent que Don Juan et Casanova c'est pas du tout la même chose, mais ça on va en discuter justement. Donc pour illustration, tout au début, Don Juan aux enfers. Quand Don Juan descendit vers l'onde souterraine et qu'il eut donné son obole à Charon, un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, d'un bras vengeur et fort, saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, des femmes se tordaient dans le noir firmament, et comme un troupeau de victimes offertes derrière lui, traînait un long mugissement. Sganarelle, en riant, lui réclamait ses gages, tandis que Don Luis, avec un doigt tremblant, montrait à tous les morts, errant sur le rivage, le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, près de l'époux perfide et qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir. Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne daignait rien voir. Voilà, ça c'est Don Juan aux enfers. Alors, pour illustrer tout ça, j'ai pris plusieurs livres. D'abord, un mensuel, c'est l'histoire, c'est un numéro de 2014, qui avait pour thème les libertins. Alors, le XVIIIe siècle, c'est en plein dans la période libertine. Donc, on va voir qui étaient ces libertins. Donc en premier, ils nous montrent sur le journal des hommes à perruque, essentiellement. Les voici. Voilà, donc sur la gauche, là, on avait Casanova, justement. Plus qu'un séducteur. On connaît la réputation du séducteur, du joueur, du tricheur, mais Casanova fut avant tout un aventurier, un homme de lettres, un voyageur effréné qui bousculait la société d'ordre en faisant fi des frontières sociales. Alors, on va parler essentiellement de Casanova, mais je vous parle d'autres également. Crébillon, la stratégie du désir. Les romans de Crébillon, comme La Sofa ou La Nuit et Le Moment, offrirent la définition la plus aboutie du libertinage du XVIIIe siècle. Un art de haute stratégie fondé sur l'analyse des mécanismes de l'amour et du désir. Laclos, la dénonciation. Le capitaine Choderlos de Laclos n'a rien d'un libertin. Mais dans ses liaisons dangereuses, en 1782, il exerce une virulente critique de l'aristocratie, cette caste toute puissante, qui compte parmi les privilégiés les privilèges, le mépris de toute morale et la reconnaissance exclusive de la tyrannie du plaisir. Le scandale s'accompagne d'un succès fulgurant, 2000 exemplaires vendus en 15 jours. Ce qui est énorme à l'époque, parce que les livres avaient un coût à l'époque, plus important qu'aujourd'hui. Diderot. Des bijoux bavards. Diderot est l'auteur des Bijoux indiscrets en 1748, dans lequel un sultan, probablement Louis XV, se voit offrir un anneau qui a le pouvoir de faire dire tout haut ce que les femmes pensent tout bas. En d'autres termes, de faire parler leur partie génitale. Ces bijoux bavards démasquent les prudes, les coquettes, mais aussi les prêtres. Avec cette fantaisie hérético-orientale, Diderot livre son esprit à tout son libertinage. Voilà, donc c'est le XVIIIe siècle, c'est le plein moment du libertinage. C'est la remise en question aussi, avec ce siècle des Lumières, la remise en question du christianisme et de la morale. Donc on va au-delà de la morale, on dépasse toutes ces barrières à un point qui est peut-être contestable d'ailleurs. Voilà, donc ça, on va parler de tout ça. Donc ensuite, dans ce journal, il y avait également quelqu'un d'assez emblématique de cette période, c'est le régent de France, Philippe d'Orléans,
Donc ça c'est page 56, hein, donc c'est un 54, hein, donc c'est un personnage étonnant et donc c'est intéressant de le citer. Hein. Le régent. Aux pesantes années de la fin du règne de Louis XIV succède un temps de licence, voire de débauche, associé à l'image du régent Philippe d'Orléans, 1715-1723, la période où il gouverne, quoi. Et immortalisé par le film de Bertrand Tavernier, Que la fête commence, en 1974. Extraordinaire comme film. Des soirées libertines et frivoles sont organisées au Palais Royal, animées par les roués, ainsi appelés parce qu'ils seraient prêts à subir le supplice de roue pour leur régent. Soigneusement choisis pour leur capacité amoureuse et bachique, ce sont notamment les ducs de Noailles et de Brancas, dit la Caille-Gay, le comte de Nocé, dit Bracmardus, le marquis de Lafare, sans oublier l'abbé Dubois, ancien précepteur du duc d'Orléans. On l'appelle l'aumônier quand un convive tombe sous la table. « Allons, chapelain du diable, dit le régent à l'abbé. Récite les prières des morts pour celui-là. » Mais les mémorialistes, comme les historiens qui ont reproché au cardinal Dubois son extravagante liberté de mœurs, ont peut-être exagéré l'ampleur de ces débordements. Parmi les plus assidus des roués, le grand prieur de France, Philippe de Vendôme, pour lequel le régent déploie une admiration poussée jusqu'à la vénération. Vendôme mène au temple une vie fastueuse. Depuis 30 ans, écrit Saint-Simon, cet ecclésiastique libertin ne s'est jamais couché le soir que porté dans son ivre-mort. Il n'a cessé d'entretenir des maîtresses, de tenir des propos continuels d'impiété et d'irreligion. Excité par les récits colportés de ces orgies mystérieuses, l'opinion a vite répandu de multiples bruits et rumeurs aussi extravagantes qu'invérifiables. Dont une liaison entre Philippe et sa fille, la duchesse de Berry. Ce qui est plus certain est que le régent n'eut pas de favorite en titre, mais d'innombrables éphémères maîtresses courtisées au hasard de sa fantaisie, associant des filles d'opéra, des beautés vénales et des femmes du monde, comme Madame de Nicolaï, Madame de Flavacourt, la duchesse de Guèvres ou encore Madame de Prie. Lors de ces nuits libertines, accommodées à la manière de Dom Pérignon, le vin de champagne ruisselle, tandis que le régent rit aux épigrammes, bien troussés, avant que n'entrent en scène des éphèbes et des nymphes pour faire triompher Héros et Bacchus. En ce même XVIIIe siècle, après l'emprise des dévots sur la cour, le libertinage de mœurs gagne une jeune génération aristocratique et les franges supérieures de la bourgeoisie, tandis que Watteau invente un nouveau genre pictural avec son embarquement pour Cythère en 1717, les fêtes galantes. Voilà. Donc ça c'est pour le régent et pour l'esprit du XVIIIe siècle. Donc on va s'attacher maintenant plus directement à Casanova, le sujet de l'émission. Donc j'avais la solution de voir, il y a plusieurs en fait biographies. Hein. Il y a une biographie qui a été écrite par Guy Chassinot-Nogaret, hein, Casanova, les dessus et dessous de l'Europe des Lumières, chez Fayard, hein, aussi. Donc j'ai pas choisi celui-ci. Il y avait aussi de Philippe Solers, un ouvrage, hein, aussi, une biographie. Alors je sais pas, j'ai un peu de mal avec Philippe Solers, hein, parce que pour diverses raisons. Et puis notamment, je me souviens d'un apostrophe où donc Madame Bombardier, Denise Bombardier, c'est ça, en 1990, avait donc dans l'apostrophe avait apostrophé, ce cas de le dire, Gabriel Matzneff, hein, c'est ça, pour parce qu'il est, c'est un romancier qui avançait une certaine pédophilie militante, donc elle l'avait fortement apostrophé et puis condamné, quoi, hein. Et là-dessus, Solers l'avait traité de mal baisé, enfin quelqu'un qui ne comprenait rien à cette histoire de romancier.
Parallèlement à ça, il avait écrit donc une biographie sur Casanova, où là on mélange un petit peu les genres. Si vous voulez, on ne peut pas se placer dans l'esprit du XVIIIe siècle en émettant des jugements sur le XXe en l'occurrence. Voilà, donc je trouve ces jugements mal placés en général à Philippe Solers, donc c'est pas une biographie que j'ai choisie. Donc j'ai choisi une autre biographie, c'est celle de Maxime Reverey, Casanova, hein, donc ça c'est sorti en petite édition de poche, hein, c'est Folio, la voici, voilà. Et donc je vous ai choisi des passages. Donc Casanova évolue dans un monde aristocratique, tout autant qu'il lui est issu du milieu des comédiens. Ses parents étaient comédiens, hein. Mais c'est un personnage très particulier, Casanova, hein, qui essaie de s'insinuer dans le milieu aristocratique par divers magouilles, par un peu de sorcellerie en quelque sorte. Donc c'est un personnage quand même assez fascinant et justement qui a un potentiel de romance incroyable. D'ailleurs, son livre est une romance, en quelque sorte. Hein. Savoir ce qui est du vrai du faux dans l'histoire de ma vie, qui comprend plus de 3000 pages, allez savoir. Hein, voilà. Alors, Casanova par Maxime Reverey. Cultiver les plaisirs de mes sens fut dans toute ma vie ma principale affaire. J'en ai jamais eu de plus importante. Il n'a pas fallu longtemps, un siècle tout au plus, pour que Giacomo Casanova, 1725-1798, prenne sa place au panthéon des mythes. Fils d'une modeste famille de comédiens, il est devenu, à la faveur de ses mémoires, Histoire de ma vie, une figure de référence dans l'art de la séduction. Mais qu'était-il vraiment? Un agent secret? Un aventurier cosmopolite? Escroc à ses heures? Pour aborder Casanova, il faut se garder d'appliquer à son histoire des catégories issues des 2 siècles qui nous séparent de lui, le dépouillant de ses attributs de surmâle. Maxime Reverey en fait un éternel amoureux, joueur de cartes invétéré, mais aussi un voyageur insatiable, un homme de lettres éperdu de projets, un grand amateur de vin et un incomparable gastronome. En somme, le chantre d'une liberté nouvelle, praticien volontaire d'une philosophie joyeuse et hédoniste. Voilà, donc c'est une manière de voir le personnage, je pense, qui est assez intéressante. C'est pour ça que j'ai choisi. Donc, page 27, la formation. Page 27. En avril 1734, Giacomo, âgé de 9 ans, arrive donc à Padoue. À cette époque, la ville appartient à la République de Venise et elle est un centre intellectuel important. Son université, fondée en 1222, où Galilée a enseigné de 1592 à 1610, demeure l'une des plus importantes d'Europe, entièrement indépendante de l'autorité du pape. Elle jouit d'une grande liberté de pensée et son esprit de tolérance se diffuse partout dans la ville. Pourtant, les journaux passés à l'école de l'abbé Gozzi, honnête docteur en droit de 26 ans, compense ses vexations, séduit. Giacomo apprend vite et il se distingue bientôt comme le meilleur des écoliers. Et quelque temps après, l'abbé, en gage de sa confiance, se décharge auprès de lui des corrections de copie. Pour finir, Gozzi encourage même ses protecteurs, Baffo, l'abbé Grimani et la grand-mère Marzi, à installer Giacomo à demeure chez lui. Alors, on cite donc Casanova. En ces 2 ans, il me communiqua tout ce qu'il savait. Et à la vérité, et c'était peu de choses, mais assez pour m'initier dans toutes les sciences. En 1735, l'enfant retourne voir sa mère à Venise. Après 2 ans d'absence, elle s'attend à revoir un fils qu'elle avait connu maladif et effacé. Elle découvre un grand garçon d'un enthousiasme naïf, envers lequel elle se montre très attentionnée. Soucieuse de le voir croître et embellir, elle demande qu'on cesse de lui raser la tête, mesure d'hygiène couramment appliquée aux enfants, et qu'on le fasse coiffer en cheveux plutôt qu'en perruque. Cette tendresse prévenante ne tarde pas à briser le cercle où Giacomo s'est jusqu'à présent débattu.
pris entre sa constitution défaillante et les craintes inspirées à ses parents par sa faiblesse. Ce soir-là, il témoigne de manière spectaculaire qu'il est définitivement guéri de la maladie de l'enfance. À la table où préside sa mère et où l'accompagne son précepteur, le garçon trouve enfin à s'affirmer. En effet, face à lui se trouve un Anglais, homme de lettres, qui est sans doute l'amant de la belle veuve. Parce que les parents sont séparés, hein. Ce sont des comédiens qui sont séparés. Tout indique qu'il s'agit d'un joyeux libertin venu, comme tant d'autres, jouir des fêtes vénitiennes et retrouver Zanata, qu'il peut avoir connu à Londres. Pour plaisanter, l'homme propose à Giacomo l'occasion de montrer ce qu'il vaut. Sur un papier, il note en vers latin une devinette écrite par le Hollandais Jean II, que l'on peut traduire ainsi. Dites-nous, grammairien, pourquoi le con est masculin et pourquoi la verge est féminin. À l'assemblée non latiniste qui lui demande de traduire, Giacomo déclare d'un ton triomphant qu'il préfère répondre en latin à la question, plutôt que de la répéter en italien. Il rédige aussitôt un pentamètre dont le sens est celui-ci. C'est que toujours l'esclave a le nom de son maître. Alors, on cite Giacomo Casanova. Ce fut mon premier exploit littéraire. Et je peux dire que ce fut dans ce moment-là qu'on sema dans mon âme l'amour de la gloire qui dépend de la littérature, car les applaudissements me mirent en fête du bonheur. Voilà, ce sont ses débuts littéraires. Alors, page 41, la découverte de l'érotisme. Alors, c'est important chez Casanova, hein, bien sûr. Hein, parce que c'est un homme d'aventure autour de l'érotisme, et même de l'amour, on peut dire, puisqu'il l'a affirmé lui-même fortement. Bien que les longs discours semblent laisser Angela indifférente, ces deux amis parviennent à organiser un rendez-vous pour que les amoureux se retrouvent dans leur chambre. Le soir venu, les bougies viennent à manquer. Qu'allons-nous faire dans le noir demandent les deux sœurs, pouffant de rire. Mais Angela ne l'entend pas de cette oreille. Pendant 5 laborieuses heures, Giacomo se plie à un jeu de conamagnard trop sérieux où il ne gagne rien. Exaspéré et humilié, il finit par laisser libre cours à son irritation et se confond en insultes qui mettent les 3 filles en larmes. Cependant, une nouvelle soirée est organisée. Cette fois-ci, craignant peut-être d'accorder plus qu'elle ne le devrait, Angela ne se montre pas. Livré à la bonne humeur de Nanette et de Marton, Giacomo décide alors de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Il débouche le vin de Chypre qu'il a apporté, partage avec elle une langue de bœuf fumée, parle, plaisante, et bientôt, pour jouer, les embrasse et les embrasse encore. Les baisers innocents ne tardèrent pas à devenir enflammés et à susciter en tous trois un incendie dont nous dûmes être fort surpris, car nous les suspendîmes, nous entre regardant, après tout étonnés et fort sérieux. Alors là on le cite. Dans le noir, jouant les confusions, des faux sommeils et des vraies caresses, les 3 jeunes finissent par s'initier ensemble au plaisir de l'amour. Pendant plusieurs mois, Nanette et Marton resteront les 2 anges accompagnant les nuits de Giacomo, l'accueillant dans leurs bras sans autre exigence que l'échange des plaisirs et la confiance réciproque. Se retournant sur son amour pour Angela, Casanova remarque que cette fois-ci, le jeu des conséquences incontrôlées s'est inversé. Cet amour me fut fatal. Il fut cause de 2 autres, qui furent cause de plusieurs autres, de causes encore, qui aboutirent à la fin à me faire renoncer à l'état ecclésiastique. Par où il faut comprendre cette fois-ci, c'est à moi seul que l'amour fut fatal, de sorte que cette fatalité cessa d'être tragique. La découverte de l'érotisme complète alors très utilement un précepte hérité des philosophes stoïciens, qu'à la même époque le sénateur Malipiero tâche d'inculquer à Giacomo. Seguere Diome, suivre le Dieu, accepter le bon cœur, les chemins du destin. Il s'en souviendra toute sa vie. C'est ainsi que le jeune homme, entré dans la carrière érotique, plein d'incertitudes et de maladresse, qui pourrait entrer autrement, découvre enfin la simplicité de l'entente.
Désormais, il est prêt à saisir, sans trembler, les occasions d'en jouir. Et dans les maisons qu'il fréquente, elles sont nombreuses, il n'y a pas chez le sénateur Malipiero, lui-même la charmante Thérèse Imer, Giacomo s'en rapproche, progresse, expérimente, jusqu'à ce que le sénateur surprenne les jeunes gens au moment le moins opportun. Immédiatement chassé sous une pluie de coups, Giacomo n'a plus qu'à se rechercher un nouveau mentor. Il le trouvera en une figure féminine. Il s'agit de Madame Manzoni. Cette patricienne, fille d'avocat et femme de notaire, devient ainsi la nouvelle confidente de ses doutes et de ses espoirs. Avec elle, ni coucherie, ni séduction, mais une amitié franche qui comptera beaucoup. Giacomo n'hésitera pas dans l'avenir à lui laisser en dépôt ses documents et peut-être déjà le journal qu'il tient, d'où surgira l'histoire de ma vie. Voilà, alors, donc ça on a été 44, 25, le viol. Alors, confier un mariage entre fermiers, convier à un mariage entre fermiers, il observe avec attention la jeune épouse, la relative interférence du mari qui semble lui préférer sa sœur, ainsi que la fausse désinvolture de la mariée à son égard, l'encourage à la convoiter. Mais la bonne fermière dévote repousse l'abbé, parce qu'il est abbé à l'époque, avec horreur. Comment peut-il lui proposer de commettre un péché mortel? Mal en prend la jeune femme. Lors d'un trajet en forêt, Giacomo s'arrange pour qu'elle l'accompagne en calèche. Un orage se lève, la pluie s'abat en trombe sur les deux voyageurs, transit derrière le postillon. Tandis que la foudre tombe, la fermière s'effraie, panique, se blottit dans les bras de son compagnon de voyage. De force, dans la confusion de l'orage, celui-ci lui relève les jupes, la contraint à s'installer sur lui, et pour finir, la viole. En recourant à la violence, Giacomo affirme qu'il a cessé d'être le jeune abbé sans conséquence, qu'on annonçait dans les salons. Le viol l'intègre au monde des hommes tels qu'ils se définissent à l'époque. Imbus de leur pouvoir politique et social, ils tiennent la virilité pour le privilège de ruser en séduction, mais aussi de recourir à la force si l'occasion l'exige. Par cet acte, Giacomo prend donc place parmi les dominants. L'épisode n'est pas unique. À plusieurs reprises, la violence surgira dans la vie comme une sorte de repère, limite, destiné à prouver à lui-même et aux autres qu'il peut, s'il le désire, faire usage de la force. Il n'en est pas moins vrai que ses plus grandes émotions se définiront par contraste avec ce type de situation. C'est lorsqu'il sera lui-même débordé par une femme qui sera le plus éperdument amoureux. Quoi qu'il en soit, à 18 ans, Giacomo sait aimer séduire et se faire aimer. Il sait aussi violer, tromper et en rire. Toutes les ambiguïtés du personnage sont en place, et le mélange des genres a déjà commencé. Voilà, donc c'est un jeune homme qui va au-delà de la morale, c'est le libertin. Donc le viol en fait partie. Pour autant, comme je vous le disais, ce n'est pas une raison pour légitimer au XXe siècle de tels comportements. Là, on est dans, si vous voulez, dans l'aveu de comportements qui dépasse la morale chrétienne en l'occurrence. Et aussi, c'est un comportement qui se veut être celui d'aristocrate, qui n'est pas. Voilà. Donc il va se placer comme un aristocrate. Il s'inventera d'ailleurs une identité aristocrate. Ce sera le chevalier de Saint-Gall, qui est purement inventé. Donc c'est un peu un mythomane. Et donc il dépasse le bien, le mal. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre. C'est ce que je voulais dire. Voilà, à page 51. Page 51, alors là, on va pas... Oui, je vais appeler ça le punk. C'est un comportement qui n'est pas forcément... il ne faut pas forcément suivre. Vous allez comprendre pourquoi. Là où Giacomo croyait s'avancer sur le sentier de la gloire, il avance en trébuchant sur les chemins caillouteux du hasard. Dès la première étape, il tombe dans tous les pièges. À Chioggia, petite ville côtière à quelques kilomètres de Venise, il retrouve quelques connaissances, dont un moine libertin nommé Corsini.
Celui-ci l'entraîne dans une société littéraire où il remporte quelques bravos, puis au bordel où il récolte sa première syphilis, hein, bien sûr, et enfin dans une auberge où quelques amis jouent au pharaon, qui est un jeu de cartes, hein, pour l'argent. Hein. Ce jeu de cartes est probablement depuis ses études à Padoue l'un des plus grandes passions de Giacomo, et la coqueluche de tout son siècle. En quelques heures, il se fait dépouiller de ses économies. En quelques jours, il ne reste que trois chemises et quelques bas. La mort dans l'âme, il embarque vers Orsara, désabusé d'un voyage qui n'a pas commencé et qui entame les poches vides. Pendant la traversée, il rencontre un autre moine du nom de Stefano. C'est en sa compagnie qu'il gagne Ancône, où les deux hommes, conformément à la loi, doivent patienter une vingtaine de jours en quarantaine, du fait des épidémies de peste. On ne pouvait entrer dans une ville qu'après avoir obtenu un bulletin de santé. C'est trop pour ne pas s'ennuyer. Giacomo en profite pour se divertir avec une jeune grecque qu'il séduit à travers une cloison. Cet obstacle donne lieu à de comiques contorsions pour de part et d'autre gagner quelques carats. Libéré, il gagne à pied Notre-Dame de Lorette. C'est là, selon la légende, qu'a été transportée la maison où eut lieu la naissance de Jésus. Pris pour un pèlerin, Giacomo est reçu à l'hospice et bénéficie en toute bonne conscience de la générosité de ses hôtes. Ayant repris des forces, il repart, retrouve Stefano, préfère s'en éloigner, se foule une cheville, manque d'être violé par un sbire, avec lequel il sympathise, finalement. Il finit même par lui emprunter de l'argent. L'aspect décousu de cette traversée doit beaucoup au rythme du voyage à pied. En effet, les trajets sont trop difficiles pour être accomplis seuls, et trop risqués pour être effectués absolument sans dommage. En ce sens, ce périple est d'un haut intérêt anthropologique pour Giacomo, car tout grossier qu'il est, Stefano entraîne son jeune compagnon dans des endroits où celui-ci n'aurait jamais pensé aller. C'est ainsi qu'il s'arrête dans une chaumière où vivent un vieillard décrépit, couché et toussant, deux vilaines femmes de 30 ou 40 ans et trois enfants tout nus. Giacomo leur aurait fait l'aumône et s'en serait allé, mais Stefano le pousse à rester. Pendant la nuit, les femmes leur tombent positivement dessus. Dans le noir, elles s'efforcent de gagner leur tendresse, bon gré mal gré. Sous la menace du chien, Giacomo se résout à accomplir sa besogne en songeant à l'adage qu'Erasme, selon lequel toutes les femmes se valent dans le noir. Idée exclusivement faite pour apaiser la conscience dans de telles circonstances. Voilà. Donc, destin peu reluisant en l'occurrence. Alors, page 58 à 3. C'est pas un 2, 3. Alors, page 58. Alors, guidé par le père Giorgi, comme par un véritable directeur spirituel, le jeune abbé se rend ensuite chez le prestigieux cardinal Trajano Acquaviva. Il ne pourrait rêver mieux. Il s'agit de l'une des personnalités les plus influentes à Rome. Là, il est à Rome. Parce que c'est un grand voyage, la vie de Giacomo Casanova. En quelques rencontres, fort de son naturel, de son enthousiasme, le Vénitien est soudain propulsé parmi ses intimes. Le cardinal s'engage pour écrire sa correspondance. Sa charge consiste à assurer le service des affaires diplomatiques espagnoles et napolitaines. Par conséquent, le nouveau secrétaire prend ses quartiers place d'Espagne, au 3e étage du palais Acquaviva. Pour la première fois, il s'inscrit à des cours de français, langue européenne, chez l'avocat Dall'Acqua. Enfin, de manière très significative, Giacomo se fait raser la barbe, c'est le symbole d'une nouvelle mue. Son ascension à Rome est fulgurante. En quelques semaines, il obtient de rencontrer le pape que ses manières faussement naïves et sa sincérité comique séduisent et amusent à son tour. Quelques mois passent ainsi au galop, pendant lesquels, entre deux cours et trois missives, Giacomo continue de se délasser auprès de Donna Lucrezia. Cependant, jusque dans ses plaisirs, il est dirigé par les conseils de du père Giorgi, qui prend garde qu'il ne déborde pas du secret privé. La qualité érotique de la relation entre le jeune homme et la femme mariée doit beaucoup à Donna Lucrezia.
Elle sait jouer des interdits, des silences et des situations bien mieux que Giacomo, qui est, pour ainsi dire, à son école. C'est ainsi qu'un pique-nique dans le Testaccio, une partie de campagne à Fracati, offre aux amoureux des jouissances furtives mais intenses. Le savoir-faire, la grâce et le naturel de la dame donnent leur pleine mesure lors d'un séjour à Tivoli. Pendant cette excursion, Lucrezia partage sa chambre avec sa jeune sœur Angélique. La jeune fille, qui a 17 ans, a assisté depuis le début au développement de leur relation, car elle a fait le voyage de Naples à Rome en compagnie de son aîné. Or, ce soir-là, Giacomo vient rejoindre sa belle dans son lit, aux côtés d'Angélique. La nuit durant, celle-ci doit tourner le dos aux ébats des amoureux. Mais peut-elle fermer les oreilles? Les bruits de l'amour la privent de sommeil et forcément irritent son désir. Lorsqu'au matin, Giacomo évoque sa présence, lorsque Lucrezia la prie de l'embrasser en signe de pardon, c'est déjà plus qu'il n'en faut. Ces étincelles mettent le feu aux poudres. Dès lors, la scène d'amour à trois que décrit Casanova est marquée par une suite d'attitudes douces et naturelles. Bien que l'instruction des novices, véritable lieu commun de la littérature libertine, y tienne une place centrale. Le libertinage n'est ici, comme dans les combinaisons disséquées par Laclos ou par Sade, le produit de construction mentale compliquée. C'est le cœur seul guidant la main qui fait accéder au plaisir. L'écrivain, se remémorant l'incendie, s'enflamme encore à y penser. Mieux heureux que je n'espère plus, mais dont la seule mort peut m'en faire perdre le cher souvenir. Voilà. C'est la partie fine. Page 70, le malfrat. Page 70. Alors, au commencement de l'année 1746, il parcourt en bande les rues de Venise et toujours ivre, toujours violent, lui et les siens dérangent en pleine nuit et sans raison les sages-femmes, les prêtres, les médecins, amusés de les prendre au piège de leur dévouement. Il coupe les cordes des cloches et les amarres des gondoles, dégrade les églises, effarouche pour rire les braves gens, les jeunes filles. Giacomo crache à la face du monde. Avec 8 camarades, il finit même par kidnapper une Vénitienne et tous les 8 se livrent toutes les nuits sur elle à un viol collectif. Ici, comme l'écrivain Casanova se montre odieux. Elle prit le bon parti d'en rire et de se laisser faire, mais je l'ai vue surprise lorsque je me suis présenté pour être le second. Elle crut de devoir me marquer de la reconnaissance, et lorsqu'elle vit après moi le troisième, elle ne douta plus de son heureuse destinée, qui lui permettait tous les membres de la société. Ici, Casanova ne renonce pas seulement à toute vraisemblance, il recourt aussi aux arguments les plus banals, les plus reconnaissables, du violeur qui refuse d'admettre le non-désir de l'autre. Le plus intéressant est cependant de remarquer ici, dès lors qu'il aura pu tout simplement passer sur l'épisode, le récit qu'un livre, Casanova lui impose l'effort d'inventer une manière de dire l'événement. Or, si ces clichés avèrent son incapacité à assumer la violence, c'est qu'il est de nouveau passé de l'autre côté de la différence sexuelle, là où il ne s'agit plus de plaire, mais seulement de dominer. Et tandis qu'il s'estime touché au plus bas de la hiérarchie sociale, méprisé, foulé aux pieds, Giacomo s'efforce obstinément de prendre sa revanche. Méprisé, il méprise. Opprimé, il opprime, cherchant en vain qui sont les siens. Voilà, c'est un déclassé en fait, Casanova. Il cherche à rentrer dans l'aristocratie, mais pour l'instant c'est un malfrat, c'est un triste individu. Alors, page 79. Page 79, à l'aventure. Alors, or, un jour, un certain Démétrio, jaloux de lui pour une coucherie avec la femme de chambre, scie une planche et le fait tomber dans un fossé plein de fange puante, ruinant son habit de saison. La vengeance du jeune homme ne se fait pas attendre. Il va déterrer un cadavre, en scie un bras, et va se cacher sous le lit de Démétrio.
Avec cet accessoire qui n'est pas vraiment drôle, il entreprend de jouer au revenant. Il tire la couverture, un coup, deux coups, et bientôt laisse dans la main de son ennemi le bras coupé du mort. Cet enfantillage trop sérieux met un terme à la carrière de Giacomo dans le rôle du fils, car on ne plaisante pas avec les morts. L'université de Padoue est autorisée à pratiquer que 4 dissections par an sur des cadavres condamnés. L'exhumation est partout strictement interdite. À Venise, 4 magistrats sont chargés de faire respecter les lois concernant les blasphèmes, dont l'exhumation. Giacomo est conduit en justice en badinant avec les bons bourgeois et avec les jeunes aristocrates. Il a laissé transparaître une force trop crue, trop populaire, trop brutale. Alors, ensuite, alors, Macro à Paris, page 99. Oui, parce qu'il est rejeté à peu près de partout avec ses pratiques. C'est un peu normal quand même. Donc il va à Paris, vous allez voir ce qu'il a fait. En effet, un soir qu'il accompagne son ami Patu chez une actrice irlandaise, il avise la petite sœur de la dame. La jeune O'Murphy a 13 ans. Elle dort sur 4 planches de bois et n'a pour couverture qu'un vieux rideau. Giacomo paie pour examiner ses charmes et la trouve parfaite. Mais au lieu de la consommer, il conserve religieusement son pucelage, puis la fait peindre, et le portrait, recopié plusieurs fois, arrive entre les mains du roi de France, Louis XV. En quelques jours, la destinée de la fillette bascule. Louis XV l'installe à Versailles, dans le parc aux Cerfs, où se trouvent tous les membres de son harem. Elle y restera 3 ans, jusqu'à ce qu'une intrigue de cour la fasse tomber en disgrâce. Mais elle en sera quitte pour un beau mariage. On le voit malgré tout ce qu'il pouvait en attendre, et contrairement à tout ce qu'on pouvait espérer de lui, Giacomo à cette époque n'a pour ainsi dire pas abordé au pays d'Henriette. La belle Française rencontrée à Cézanne, aimée à la folie, n'est certes pas parisienne, elle est originaire d'Aix-en-Provence. Mais on trouve à Paris, au même moment, des femmes d'une audace comparable, soufflant sur le monde des lettres, et au-delà, un vent de liberté. Giacomo ne les rencontre pas. Il se contente d'engrosser la fille de sa logeuse, qui lui en demande réparation. Alors, il s'étonne, se scandalise, va plaider sa cause au tribunal, finit par payer l'accouchement, et l'enfant est mis en garde en enfant trouvé. L'événement est courant à l'époque. On compte 5000 abandons d'enfants à Paris cette année-là. À cette échelle, il s'agit d'un phénomène social qui témoigne assez clairement d'une tension entre les représentations collectives de la famille trop rigides et les conditions matérielles de l'éducation des enfants trop précaires. Au détour d'une phrase, on relève dans l'histoire de ma vie ce qui accule Giacomo à se comporter de façon sordide. J'avais alors grand besoin d'argent. Incroyable. Alors, voilà, donc il retourne à Venise, il voyage, avec le cardinal de Bernis, il organise des parties fines, hein, donc Bernis fera voyeur, c'est décrit d'ailleurs dans le Fellini, dans le Casanova de Fellini. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces frasques, bien sûr, il sera fini par se faire emprisonner. Hein. Donc il sera emprisonné à la prison des Plombs à Venise. Alors on ne pouvait pas emprisonner les gens dans les caves à Venise, hein, bien sûr, hein, parce que c'est sur l'eau. Donc on les emprisonnait dans les combles, et les toits étaient en plomb. Alors, ça s'appelait la prison des Plombs. Donc il va s'en évader. On va citer ça. C'est un moment important de sa vie. Voilà. Alors, le matin du 26 juillet 1755, Messer Grande, c'est le nom d'emploi du chef des archers du Conseil des 10, frappe à la porte du dénommé Giacomo Casanova. Le prie de rassembler ses papiers et le suivre par ordre du tribunal. Ce n'est pas comme si Giacomo n'avait eu aucun moyen d'anticiper l'événement, mais il serait faux de dire qu'il souhaite aller au-delà. La réalité est plus complexe et qu'il est probablement incrédule. Il ne croit pas possible que l'on puisse l'enfermer par décision de justice, comme si son mode de vie venait juste d'être découvert. Pourtant, il possède chez lui des livres hermétiques, la clavicule de Salomon, le Zohar, le Pécatrix
et qui ne laisse aucun doute sur sa pratique de la Kabbale. Il en possède d'autres, notamment des publications illustrées de l'Arétin placées à l'index depuis le XVIe siècle, qui le range incontestablement dans la catégorie des anti-religieux. Certes, les procès en sorcellerie n'ont plus cours et Venise est une république tolérante envers le libertinage. Ces motifs d'arrestation pourraient donc être des prétextes masquant des conflits d'intérêts plus sérieux. Au demeurant, l'arrestation est sans brutalité. L'inculpé prend le temps de se raser, de se coiffer, de s'habiller en grande pompe, costume de soie et chapeau à panache blanc, avant de prendre le chemin du tribunal. Cette conjuration par l'habit s'avère néanmoins inutile. Il est mis en cellule. Enfermé entre quatre murs, Giacomo commence à changer de disposition. La réalité de son enfermement devient tangible, et cette réalité le laisse impuissant. Peu à peu, il s'inquiète, et en 4 heures, l'angoisse lui fait remplir d'urine 2 pots de chambre. Enfin, l'ordre tombe. On doit l'emmener sous les plombs, c'est-à-dire dans la prison située sous le toit du palais ducal, constitué de lames de plomb. Les cellules sont si basses que du haut de son mètre 95, c'était très grand, il doit se pencher pour rentrer. La loi veut également que celui qui est enfermé ne soit informé ni des motifs de son incarcération, ni de sa durée. On comprend que dans ces conditions commence pour Giacomo une sévère descente en enfer. Il hurle, écrit, tombe épuisé sur la pierre et entame une expérience qui le marquera à vie, celle d'une solitude totale, sans repère ni appui. Voilà, alors les plombs. Alors ils sont des vannes, lisez, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc il y a aussi la partie avec la marquise d'Urfé, où c'est une marquise française très très riche, dont il organise la transmutation pour la transformer en homme. C'est une grande escroquerie où il lui vole de l'argent, quoi. Hein, voilà. C'est une crédule, pardon. Voilà. Ensuite, on va citer la partie à Londres, parce qu'il est obligé de fuir tout le temps. Hein. Donc, page 187, parce que c'est à Londres que se situe le roman. Page 187. Alors, très vite, ces lettres de recommandation le mettent en contact avec un certain nombre d'ambassadeurs. Et M. de Guerchy, qui vient d'arriver de France, l'introduit jusqu'au roi Georges III et à son épouse. Une autre lettre lui permet d'approcher la comtesse Lady Hanrington, éminente figure du jeu et du libertinage dans la haute société de Londres. Enfin, le portrait donné par son ami Lord Percy l'introduit auprès de la mère de celui-ci, la duchesse de Northumberland. L'ambition de Giacomo est probablement de soumettre au gouvernement anglais un projet de loterie analogue à celui que les Calzabigi avaient fait adopter en France. Voilà, donc c'est ce qu'on va dire. En France aussi, il a mis ça en place. Voilà. Donc on va citer encore Dux, c'est un peu la fin de sa vie, parce que il fera tant de bêtises, ce pauvre homme, et d'escroquerie qu'il sera banni de partout. Donc il sera à terme contraint d'accepter un emploi chez un noble comme bibliothécaire. Alors, il fait néanmoins l'effort de se rendre une dernière fois à Berlin pour postuler à l'académie. En chemin, il croise le comte de Wallstein, maître de la chambre de Joseph II, qui lui avait proposé à Vienne la charge de bibliothécaire dans son château de Bohême, à Dux, aujourd'hui Duškov, en Tchéquie. L'austère solitude qu'impose cette charge l'avait naguère effrayé. À présent, il n'a plus les moyens d'avoir peur. La vie est comme une coquine que nous aimons, à laquelle nous accordons à la fin toutes les conditions qu'elle nous impose, pourvu qu'elle ne nous quitte pas. Voilà. Ensuite, on va justement parler de Don Juan, comme je vous disais au début, page 251. Page 251. Alors, 1787. Donc il est déjà installé à Dux, en Tchéquie, mais il fait quelques petits voyages quand le comte le permet, quoi. Alors, 1787.
Alors, il se retrouve régulièrement à partir de 1700, juillet 87. Mozart et Da Ponte sont alors en train de mettre la touche finale à Don Giovanni, dont la répétition se déroule assez mal. Pour comble, l'empereur Joseph II rappelle Da Ponte à Vienne. Alors Da Ponte a une vie un peu semblable à celle de Giacomo Casanova, sauf que lui n'a pas écrit de telles mémoires aussi talentueuses. Alors, il a écrit des mémoires, ceci dit. Mozart, qui peine à terminer sa partition, décide alors de s'enfermer dans une villa des faubourgs avec quelques amis avant la première, qui doit avoir lieu le 29 octobre. Giacomo se trouve probablement parmi eux, s'il était proche Da Ponte, et voilà, donc on peut supposer qu'il a participé à quelque chose. La collaboration de Casanova à l'écriture de Don Giovanni, on a trouvé à Dux des ébauches non retenues de la scène 9 de l'acte 2, à quelque chose de fascinant. En effet, l'épisode de la villa Barkranka peut apparaître comme la rencontre entre deux grandes figures de séducteurs, l'une celle de Casanova, l'autre fictive Don Juan. Cette vision est évidemment simpliste, car elle compare l'incomparable et isole exagérément Giacomo en son siècle, où il n'est pas, loin s'en faut, le seul amateur de femmes, mais plutôt que d'évacuer l'arbitraire historique de cet imaginaire, c'est l'occasion de prendre ces deux figures l'une par l'autre. Elles ne sont pas si éloignées qu'on pense. Eh oui. Voilà. Donc, Don Juan. Ah oui, alors pour finir, la page 269. Page 269. Alors, Giacomo Casanova, comme son nom l'indique, était vénitien, et sa langue maternelle était le vénitien, plus que l'italien même. Et il a adopté la langue universelle de l'époque, la langue de communication dans toute l'aristocratie européenne, le français, pour écrire l'histoire de ma vie. Et malgré toutes les remarques qu'on peut faire sur ses très faibles qualités morales à Giacomo Casanova, on peut reconnaître tout de même sa grande qualité de composition. C'est quand même tout de même un grand auteur français, de langue française. Donc, pour conclure, il faudra 2 ans pour que la BNF trouve le financement nécessaire à l'achat du manuscrit de Casanova. Enfin, en 2009, un mécène unique y pourvoit. Sous le sceau de l'anonymat, il fournit les 7,25 millions d'euros qui font l'histoire de ma vie, le manuscrit le plus cher à ce jour. Accueilli par le ministre de la Culture, fêté par les journaux, Casanova est à Paris, titre Libération. Et enfin, par les éditeurs. Antoine Gallimard annonce la mise en route d'une édition dans la collection de la Pléiade. Giacomo prend alors la place qui est la sienne, comme l'un des plus grands écrivains de langue française. Tout de même, c'est vrai. Voilà. Donc, j'ai choisi ce roman pour illustrer le livre d'histoire, la biographie. Donc, c'est là pour le coup, ça marque vraiment son siècle, puisque ça a été écrit au XXIe siècle. C'est un roman de langue anglaise, pour le coup. Voilà. Donc, Andrew Miller, Casanova amoureux. Au soir de sa vie, tandis qu'il s'apprête à brûler ses archives personnelles, l'illustre libertin Casanova reçoit la visite d'une mystérieuse inconnue. Il évoque en sa présence des fragments de son passé, lorsque lui revient en mémoire une lointaine figure, celle d'une jeune femme rencontrée autrefois à Londres et qui fut peut-être son seul amour. Inspiré d'un épisode réel de l'histoire de ma vie, qu'écrivit Casanova à la fin de ses jours en 1791 à 98. Pour tromper le noir chagrin de la vieillesse. Ce second roman d'Andrew Miller, auteur remarqué de L'homme sans douleur, révèle une facette peu connue du mythe vénitien. En effet, le talentueux séducteur
L'impénitent jouisseur apparaît cette fois-ci comme un homme amoureux, pris au piège de la passion, tenu en échec par une femme. Superbe peinture de Londres, ville énigmatique où se côtoient la haute société et l'aigu du quai de la Tamise, cet élégant roman est autant une invitation à un voyage au cœur du XVIIIe siècle qu'une singulière approche d'une figure historique et littéraire. Le raffinement de l'écriture, la subtile description des personnages, l'originalité de la narration et de l'intrigue confirment le talent d'Andrew Miller et le place parmi les plus brillants écrivains britanniques de sa génération. Oui, disons qu'il y a des bonnes descriptions, on est vraiment dans l'atmosphère du XVIIIe siècle, mais l'histoire, il n'en a pas beaucoup, quoi. Il manque une histoire pour en faire un chef-d'œuvre. Hein. Voilà. Donc je vais vous lire l'arrivée en Angleterre, page 22. Page 22. À la douane, il se déclare sous le nom de Saint-Galt, le chevalier de Saint-Galt, citoyen français. Un mensonge, bien sûr, ou quelque chose d'approchant, mais il aime à s'inventer des patronymes. C'est aussi de bonne politique. L'Europe, du moins celle qui comptait, était un petit monde. Et il avait, au cours de ses voyages, fréquenté une bonne moitié des personnes influentes sur tout le continent. Le nom Casanova figurait sur trop de papiers, trop de rapports secrets dans la mémoire de trop de gens qui n'aient pas aimé croiser de nouveau. Quant à la nationalité française, il était tout de même, au sens le plus vague, mandaté par un ministre de Louis XV, lequel, entre les homards et les pigeons à la purée d'artichaut, avait souhaité que Casanova apprît sur les Anglais tout ce qui peut profiter à une puissance étrangère. Expédition, scandale, Tory en disgrâce, etc. Et comme de surcroît il se voyait à jamais exilé de Venise, pour avoir corrompu la jeunesse de la République et pouvoir préférer le dramaturge Zorzi à l'abbé Chiari, au temps où l'inquisiteur rouge en personne menait la faction de Chiari, pour franc-maçonnerie et pour cabale, pour avoir rendu folle la comtesse Lorenza Maddalena Bonafede. La description gardait sans doute un lointain fond de vérité. Tout le monde se réinventait ces temps-ci. Cela devenait presque un impératif social. D'une enjolivure mouillée, il signale Saint-Galt sur le registre des étrangers. L'official sécha l'encre avec du sable, se renversa sur sa chaise, eut un rire froid. Simple formalité, monsieur, vous pouvez passer. Voilà, c'est bien écrit hein, quand même. Hein, voilà. Ensuite, page 39, l'annonce. Page 39. Second ou troisième étage à louer à bon marché, en garni, à une jeune demoiselle, seule et libre, qui parle anglais et français et ne reçoivent aucune visite, ni de jour, ni de nuit. Le coquin. Jarba traduisit l'annonce, laquelle, rédigée en grande capitale, fut placardée à la fenêtre du petit salon. Par la suite, elle parut dans le Gazetteer on London Daily Advertiser du 5 juillet 1763. La première semaine se présentèrent 92 postulantes, des épouses en fuite, des courtisanes, des folles, de fraîches provinciales à peine débarquées d'une charrette à foin et qui, par miracle, avaient échappé au maquereau, comme aux pourvoyeurs des bordels. Il apparaît, dit-il à Jorba un soir, que celui-ci l'amusait d'un théâtre d'ombre chinoise sur le mur du petit salon, jouant de ses mains devant la chandelle, que cette annonce n'aurait servi qu'à me rendre ridicule. Je suis certain que toute la ville en fait des gorges chaudes. Ne crois-tu pas que j'aurais dû choisir la toute première? Ou la toute prochaine, répliqua Jarba. Il pencha la tête vers la fenêtre entr'ouverte d'où montait comme suspendu dans la nuit d'été un pas léger qui approchait de leur porte. Elle avait quelque 20 ans et portait une robe de soie rose. Des tresses d'or, le plus blanc, se rassemblaient sur la tête et un nœud lâche que rehaussait un pompon de plumes blanches. Les traits étaient fort pâles, les yeux aussi, d'un pâle gris sur un bleu pâle.
On avait d'abord du mal à la voir pour de bon. Il fallait poser les yeux sur elle, insister du regard. Au vrai, il fallait la dévisager fixement. Jarba servit des oranges dans un bol. Elle éplucha son fruit avec adresse d'une torsade continue d'écorce et de peau blanche. Elle dit qu'elle ne pouvait pas se permettre plus de 2 shillings la semaine. C'était là, répondit Casanova, précisément la somme qu'il avait en tête. Elle emménagea, elle n'avait que peu de bagages, une douzaine de robes, un jeu d'échecs en ivoire. Elle s'y révéla brillante, matant le cavalier en 4 coups. Un volume de Milton en anglais, un Arioste en italien et les caractères de la Bruyère en français. Elle s'appelait Pauline. Elle était portugaise et le récit de sa vie demandait plusieurs jours, tant il regorgeait de complications, d'oncles cruels, de fortunes perdues et de tempêtes en mer. Voilà. Donc, la rencontre. Ensuite, page 105, son double. Oui, parce que ces profiteurs, ces jouisseurs, ces libertins, ces escrocs étaient nombreux à l'époque. Même Da Ponte, le librettiste de Mozart, était un peu dans le même genre. Voilà. Le chevalier Goudard est ici pour vous voir, monsieur. Casanova ouvrit les yeux, cligna les paupières. Il était donc revenu, ce miracle spontané du matin. Il t'a dit ce qu'il veut, seulement qu'il ne vous retiendra guère. Ah. Il se lava, se poudra, passa son moment coutumier devant le miroir. Un homme, songeait-il, en arrangeant son fez, devrait finir par s'habituer à sa physionomie. Il paraissait pourtant que l'inverse était vrai, et que le visage qui se dessinait dans la glace durant ses entretiens solitaires, un visage de saint et de voleur d'enfants, lui devenait chaque fois plus étranger, mystérieux. En bas, Goudard s'échinait sur le soufflet, faisait danser les flammes sur les braises. Ils se saluèrent. Goudard eut un sourire narquois. Casanova haussa les sourcils. Jarba rapporta le pain et la fourchette à rôtir. La contribution britannique à la cuisine mondiale, observa Goudard en piquant la première beurrée. On s'assit, on mangea des rôtis. Goudard donna quelques nouvelles de la ville. Sérago était si neuf et si divertissant que Casanova ne put que trahir son intérêt. Rien dans cette vaste métropole ne semblait échapper à l'œil et à l'oreille de Goudard, à son intelligence malveillante, inévitablement, car il ne faisait aucun doute que tel était le dessein de Goudard depuis le début. On en vint à parler de la Charpillon. « L'aimez-vous » demanda Goudard. « L'aimer » Casanova songea à l'idée du bout de ses doigts. Comment peut-on aimer une telle femme? Goudard, que Casanova ce matin-là trouvait plus petit de façon troublante, encore plus immaculé qu'à l'accoutumée, Goudard expédia d'une chic note une miette loin de la table. Casanova en suivit les yeux de la trajectoire. Il vit où elle atterrissait sur le tapis et, comme si l'autre par ce geste avait voulu le contredire, il ajouta qu'elle aient été mes sentiments pour elle si je vous assure que j'ai retrouvé tous mes esprits. Vous ne vous intéressez plus à elle, je la méprise. Alors tout est bien, en effet. Vous ne souhaitez point d'aller voir à Vauxhall, selon que je crois, elle vous y est conviée. Je n'y suis allé que trop. Et si elle se présentait ici maintenant, vous les conduiriez? Assurément. Par conséquent, si je vous disais qu'elle est là, dehors, voulant de vous voir, dehors. Il se pencha par la fenêtre, se mordit les lèvres, et en se découvrant pris au piège. J'ai bien peur, mon cher ami, lui dit Goudard en lui caressant un instant la cuisse, que cette fièvre ne vous ait pas déserté tout à fait. Si vous me le permettez, je serai votre médecin. Avec vous pour médecin, Goudard, je ne crois pas que je vivrai bien longtemps. Vous êtes injuste, monsieur. J'aimerais cependant vous obliger, car je vous crois tous deux fort semblables. Ne prenez pas cet air consterné, je sais comment vous nous en usez avec moi. Vous ne tenez guère à ma personne parce que nous sommes de la même tribu et que vous ne tenez pas à croiser votre double. Mais, monsieur, le monde est assez vaste.
On y trouve bien assez de femmes plaisantes et de riches imbéciles pour deux. Au reste, qui sait? Il se peut qu'un jour vous ayez besoin de mon aide. Ce jour-là, Goudard, je serai tombé bien bas. Aucun de nous, mon cher Saint-Galt, ne peut dire comment les choses tourneront. Nul homme n'est si haut qu'on ne puisse l'abattre. Aujourd'hui, vous voilà riche de tout ce que vous désirez, enfin presque tout. Mais l'année prochaine, où en serez-vous? Et dans 5 ans, dans 25 ans? Sommes-nous nés dans la soie? Mais non, monsieur. Notre ascension, nous ne la devons qu'à nous-mêmes. Nous gagnons parce que nous ne craignons pas de jouer gros et que nous savons fournir aux autres ce qu'ils désirent. Pardonnez-moi, mais je sais fort bien que vous payez ce charmant séjour et tous vos beaux habits sur le argent extorqué à une veuve trop crédule, veuve à laquelle vous avez promis le don d'immortalité. Quel tour de force! Voilà. Donc, enfin, le pari. C'est la fin. Page 280. Page 280. Vous n'avez donc pu la garder à la campagne, Saint-Galt. La campagne, milord, mieux vaut la laisser au peintre. Je dois vous avertir, Saint-Galt, que vos démêlés en font rire plus d'un. On mise même gros sur le dénouement. Un monsieur que je ne nommerai point a parié 1000 livres que la Chapirion vous tiendrait hors de son lit. Dans ce cas, ce monsieur a perdu son argent, car j'ai été dans son lit, puis avancé des témoins qui le confirmeront. Non, mon cher chevalier, les termes du pari sont fort précis. Vous devez avoir séjourné non seulement dans le lit, mais aussi dans la fille. Voilà, milord, des termes qui ne me seraient bien plaisants de corroborer. Mais si j'allais mentir, mentirez-vous? Non, bien entendu, mais dites-moi, si je réussissais et qu'elle allait mentir, on ne peut attendre d'une femme qu'elle fasse étalage de ses faveurs. Lord Pembroke, affalé devant le feu, examinait dans le miroir en caressant sa joue d'un air presque amoureux. Il eut un rire sec. Imaginez-vous vraiment, Saint-Gall, que le monde entier ne sera pas, dès l'instant que vous reculoterez? Il me faut donc jouir d'elle dans la publicité. La discrétion, reprit Pembroke, est le luxe des pauvres. Pourquoi, Merlord? Parce que le monde ne se soucie point de leurs agissements tant qu'ils ne se soulèvent pas, ce qu'il n'arrive qu'une ou 2 fois par an. Casanova tapota les barreaux de la cage. Puis-je savoir de quel côté sa seigneurie a misé? Je vous sais homme à risquer volontiers sa fortune. Vous avez raison, je n'ai pu résister. Mais vous comprendrez que je ne puisse décemment satisfaire à votre curiosité. C'est donc que vous avez parié contre moi. Mais il serait fort injuste qu'ayant courtisé la Charpillon à grands frais, je n'en tire aucune compensation. Quand bien même j'obtiendrai ses faveurs, ce dont je ne doute point, votre seigneurie me consentira-t-elle un second pari? Celui-là de nature privée. Jarba, j'établirai mon papier à moins que vous me préfériez le conclure d'une poignée de main. C'est là, je crois, l'usage britannique. Faisons l'un et l'autre. Ainsi, il n'y aura pas de confusion possible. Jarba s'assit pour rédiger le contrat sur la dictée de Casanova. Quand il eut achevé, il remit la feuille au chevalier. Celui-ci la parcourut rapidement, puis la tendit à Lord Pembroke. Cela vous viendra-t-il, milord, si dans les 24 heures je n'ai pas joui des dernières faveurs de la Charpillon, je vous paierai la somme de 500 guinées. Si je réussis, vous les garderez et recevrez 500 des miennes. Votre seigneurie veut-elle bien apposer signature sur le document? Mais comment donc? Nous pouvons maintenant nous serrer la main. 24 heures, dit Pembroke en consultant sa montre. Voilà, les enjeux. Alors, je vais terminer par un peu de lecture du vrai Casanova, mais c'est juste pour avoir les dernières phrases de son livre. C'est la page 1053. 1053. 1053. 1053. Ah oui.
Ah, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. La 1053. Alors, ce fut un bonheur pour Irène, car vers la fin du carnaval, elle fut accusée, c'était une comédienne, et donc pendant le carnaval, elle n'avait pas le droit de faire son travail de comédienne. Et le baron l'aurait abandonnée à la rigueur des lois et de la justice si, étant devenu son ami, il ne l'eût averti de cesser de jouer. On n'a pas pu la mettre à l'amende, car quand on est allé pour la surprendre, on ne trouva personne. Au commencement du carême, elle partit avec toute la troupe, et 3 ans après, je l'ai vue à Padoue, où j'ai fait avec sa fille une connaissance beaucoup plus tendre. Point. C'est la fin de l'histoire de ma vie. Donc, bien entendu, c'est écrit en 1760. Donc, c'est daté de 1774. Mais ça a été écrit en 1798. Et il est mort en 1798, donc il n'a pas fini ses mémoires. Donc, voilà, moi j'aurais plutôt imaginé la suite en roman. Vous voyez, voilà. Bon, c'est un roman agréable à lire, hein, mais je vous dis, il manque un peu une histoire quand même. Il y a par contre une atmosphère, des descriptions qui sont quand même très intéressantes. Voilà, donc j'ai fait le tour, hein, je pense. Donc je vous ai montré un certain nombre de livres. Je voulais vous montrer aussi la biographie de Marquis de Sade, hein, l'auteur de Justine et les infortunes de la vertu, des 120 journées de Sodome, etc. Donc c'est un autre pendant des libertins. Alors c'est un personnage très différent, hein, Casanova. Pour également écrire ce genre de roman, c'est intéressant aussi d'avoir une base historique sur Venise. Hein. Donc Venise, une république maritime, hein, de Laine aux éditions Flammarion. Hein. C'est un ouvrage très intéressant au niveau historique. Voilà. Donc pensez aussi à Molière, hein, donc le sabre de Damas. Le revoilà. Donc aux éditions Librinova. Donc je vous rappelle, hein, c'est une saga qui a lieu au XVIIIe siècle en Cornouailles, ça débute là-bas. Hein. Jeune paysan du plus profond de la Basse-Bretagne, Carontine Larour, est fasciné par les contes et légendes de sa douce enfance. Quand il ne travaille pas à la ferme, ses pensées vont à un jeune aristocrate, fils de Kerguelen, etc. Donc il y a des aventures dans toute la Bretagne, ensuite en Vendée, c'est les guerres de Vendée, la Révolution, etc. Donc ça c'est le premier tome, hein. Il y a 8 tomes, hein. Vous pouvez l'avoir en numérique sur tous les supports, que ce soit la FNAC, que ce soit Amazon ou autre. Ça coûte 3,49 €, hein, en numérique, et puis 21,90 € si vous le commandez en librairie, hein. Vous allez voir votre libraire, il vous le commande et vous l'avez, ou alors par internet, par la FNAC ou les autres. Voilà, il y en a plusieurs qui ne font pas payer les frais d'expédition. Sur Google, hein, vous pouvez l'acheter sur Google, mais vous pouvez également le lire un 5e, comme ça vous donne une idée. Hein, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt.